Bonjour, je m'appelle Monia Djilali, je suis psychologue et addictologue. Ma spécialité, ce sont les addictions. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vous propose que l'on voit comment est-ce que l'on peut arrêter le tabac sans pression. Alors, ça veut dire, quelle est la première étape quand on envisage d'arrêter de fumer? Il faut savoir que ce podcast, il s'adresse à tous les fumeurs. Même les fumeurs qui ne sont pas encore engagés dans l'arrêt, qui ne pensent pas le faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Parce que la première étape dans le changement de comportement, c'est l'information. Donc, vous êtes au bon endroit. Le tabac, une dépendance ou des dépendances? Si vous avez eu l'occasion de lire les modules, vous savez qu'il y a 3 formes de dépendance au tabac. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. La première dépendance dont il faut s'occuper, c'est la dépendance physique. Pourquoi? Parce que la dépendance physique, ça va être le premier obstacle à l'arrêt. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'ingérer un produit, alors là on parle de tabac, mais ça peut être le cas avec l'alcool, le cannabis ou d'autres produits. Mon corps et mon cerveau s'y habituent, et quand je décide d'arrêter de consommer, eh bien ils m'envoient des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte qui vont être assez puissants et qui vont me mettre à mal dans les premières semaines de l'arrêt. Et qu'est-ce qui nous rend accro au tabac? C'est la nicotine. Parce que la nicotine, elle est volatile. Volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je tire sur ma cigarette, il y a de la nicotine dans la fumée. Cette nicotine volatile, elle est volatile parce que les industriels ont travaillé à ça. Elle était volatile jusque dans les années 60, mais d'une quantité assez faible finalement. Et puis dans les années 70, on trouve un procédé de fabrication. Je vous raconte ça parce que c'est important de se dire qu'il faut un peu déculpabiliser aussi le fumeur. Tout est fait pour qu'on devienne accro au tabac. Donc la nicotine, c'est la substance qui est la plus addictive qui soit. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le crack, c'est pas l'héroïne, c'est la nicotine. Parce que quand je tire sur ma cigarette, c'est 7 à 8 secondes pour arriver au cerveau. Ça veut dire que c'est un flash, c'est un shoot de nicotine. Je retire à nouveau sur ma cigarette et c'est à nouveau un shoot de nicotine qui arrive. Donc ça fait à peu près 10-15 shoots quand on fume une cigarette. Et si j'en fume 10, 15, 20 ou 30 cigarettes, vous imaginez, on envoie peut-être 100, 200, 300 shoots au cerveau. Donc c'est bien ça qui nous rend accro. À savoir qu'on est tous différents. Chaque fumeur a un besoin en nicotine qui est différent. C'est-à-dire qu'on peut fumer la même quantité de tabac que son voisin et pas avoir besoin de la même quantité de nicotine. C'est-à-dire que c'est la manière dont on tire sur la cigarette qui va faire qu'on va obtenir soit 1 mg en moyenne de nicotine ou jusqu'à 3 mg de nicotine. Comment est-ce que l'on peut savoir la quantité de nicotine dont on a besoin? On a 2 tests possibles. Le premier, c'est le test de Fagerström. Là, c'est 2 questions simples. C'est-à-dire la première, c'est combien de cigarettes est-ce que vous fumez par jour en moyenne? Et ensuite, la deuxième question, c'est de savoir le laps de temps qu'il y a entre le moment où vous vous levez le matin et le moment où vous avez envie de fumer votre première cigarette. Parce que le temps du sommeil, on n'apporte pas du tout de nicotine. Donc si c'est la première chose qu'on a envie de faire, souvent ça démontre une dépendance qui est moyenne ou assez forte. Et la deuxième manière de mesurer la quantité de nicotine dont on a besoin, c'est au travers du CO-testeur. Le CO-testeur, vous soufflez dans l'appareil qui est juste ici, et ça va nous donner le nombre de particules de monoxyde de carbone qui est présent dans les poumons. Ce nombre de particules de monoxyde de carbone nous indique la manière dont on tire sur la cigarette. Plus on tire sur une cigarette fort, plus elle va permettre d'obtenir de la nicotine. Donc vous l'aurez compris, la dépendance physique, c'est la première des choses dont il faut s'occuper, parce que c'est le premier obstacle à l'arrêt. Et ensuite, on va s'occuper des 2 autres formes de dépendance, qui est la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Qu'en est-il des autres formes de dépendance? Il y a 2 autres formes de dépendance, c'est la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. La dépendance psychologique, c'est tout simplement savoir quelle est la place de la cigarette dans notre vie. Est-ce que c'est un compagnon de route? Est-ce que c'est une béquille? Parfois, je dis compagnon parce que la cigarette nous accompagne pour certains du lever jusqu'au coucher, plus que nos proches, que notre famille. C'est de savoir quelle représentation elle a aussi dans notre vie. Et est-ce que c'est pour faire face à l'ennui? Certains, c'est parce que justement, c'est des moments de détente, donc on accompagne les moments de détente avec les cigarettes. Et d'autres, c'est plutôt l'inverse, ça va être plutôt le stress. Donc comment on l'observe? Très souvent dans la sphère professionnelle, quand on va au travail, on fume un petit peu plus. Et d'autres me disent, non, justement, je fume moins au travail qu'à la maison. Quand je rentre, je suis un peu plus détendu. La question à se poser également, c'est que représente la cigarette dans notre vie? Ça peut être très symbolique. J'ai une patiente qui m'expliquait qu'elle voyait sa mère fumer quand elle était toute petite et qu'en parlant, elle se rendait compte qu'elle avait peut-être jamais vu sans une cigarette à la main. Et quand elle est décédée, elle me disait, j'ai l'impression que si j'arrête de fumer, c'est un petit peu comme si je rompais le dernier lien avec ma mère. Alors après, on en a discuté, on s'est rendu compte que oui, effectivement, pendant les réunions de famille, elles étaient les 2 seules à fumer, donc souvent elles s'éclipsaient pour aller fumer une cigarette ensemble. Et elle me dit, j'ai l'impression que c'était des moments un peu suspendus. Mais alors on se rend compte aussi que ces moments-là, la cigarette, elle est accessoire, et en réalité, c'est plus des moments de complicité, c'est une relation intime, et la cigarette est accessoire. La dépendance psychologique, ce sont aussi les croyances. Par exemple, je fume parce que ça me détend, alors que c'est plutôt l'inverse.
C'est-à-dire que le monoxyde de carbone, c'est un stressant. C'est-à-dire que le monoxyde de carbone, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'oxygène de bien se véhiculer dans l'organisme. Alors, on a une impression de détente, parce que si on a une dépendance physique, quand on attend un certain temps sans fumer, évidemment que quand on fume, on a une sensation de soulagement. Mais le tabac ne détend pas. À savoir que la dépendance psychologique dure plus longtemps que la dépendance physique. Quand la dépendance physique, je vous ai dit que c'était le premier obstacle à l'arrêt, mais on s'en débarrasse souvent en quelques jours, quelques semaines. Ça peut être un peu plus long pour certains fumeurs avec une dépendance forte. Mais la dépendance psychologique, c'est entre 6 et 12 mois minimum. Je vous invite, pour tester votre dépendance psychologique, à aller dans les modules d'Ensuite et vous avez le test de Horn. Alors l'objectif, c'est pas de faire le test et de vraiment calculer les scores, tout ça. C'est simplement de répondre aux questions, de voir si chaque phrase correspond à vos habitudes avec la cigarette. L'objectif, c'est surtout de faciliter votre compréhension de vos habitudes avec le tabac. La troisième forme de dépendance, c'est la dépendance comportementale. Ce sont toutes les habitudes qui sont ancrées dans le quotidien. Je me lève, je fume, j'ai un café, je fume, je bois de l'alcool. Je fume beaucoup, vous aurez remarqué que l'alcool facilite aussi la consommation de tabac. Ça va être je monte dans ma voiture, je fume, c'est la pause, je fume, c'est la fin du repas, je fume. C'est vraiment toutes ces habitudes-là. On me dit souvent que la dépendance comportementale, c'est dans la tête. Alors oui, c'est bien dans la tête, mais pas forcément comme on le pense. C'est-à-dire que ce sont des chemins cérébraux qui se créent. Ces chemins cérébraux, ce sont des techniques d'apprentissage que met en place le cerveau pour pouvoir répéter sans que ce soit trop énergivore. C'est des automatismes. C'est un peu le mode robot. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Imaginez un trajet quotidien que vous faites à vélo, à pied, en transport ou en voiture. Il m'arrive que l'on me dise, arrivé à destination, je me souviens plus des quelques minutes qui précèdent. Ça, c'est le mode automatique. Souvenez-vous de la première fois que vous avez fait votre trajet dans votre vie, eh bien, on est beaucoup plus vigilant parce que c'est une partie du cerveau, la partie du cortex préfrontal, juste là, qui est la partie réfléchie. Si vous partez, là, on va être peut-être sur les départs en vacances. Si vous faites la première fois un trajet, vous allez voir que vous êtes très concentré pendant le... Alors, on a les systèmes de GPS qui vont nous aider, mais on va faire en sorte de ne pas louper la sortie, d'être concentré vraiment sur le trajet. Et si on répète ce trajet, très rapidement, le cerveau met en place la stratégie d'apprentissage pour qu'on puisse être en mode automatique. Alors ça, c'est super quand le cerveau fait ça dans le quotidien. Simplement, il le fait également avec les produits. Et remarquez que dans votre trajet quotidien, la seule chose qui peut vous sortir de l'automatisme, ça va être par exemple s'il y a des travaux. La route est barrée et là, vous voyez qu'il se passe quelque chose. On sort vraiment du mode robot et on commence à penser quel est l'itinéraire bis possible. Eh bien, dans l'arrêt du tabac, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a plein d'habitudes. Si on pose son paquet de cigarettes dans un endroit à l'entrée, par exemple, de la maison, ce sont même nos jambes qui vont nous amener jusqu'à ce paquet de cigarettes, sans même qu'on ait à réfléchir. L'objectif, ça va être de prendre ce paquet de cigarettes, le mettre dans une pièce où on n'a pas l'habitude de le mettre. Alors rien ne va nous empêcher d'aller chercher ce paquet de cigarettes. Simplement, on va sortir, c'est le mode travaux, hop, on sort du mode automatique et là, on peut se poser la question et reprendre la main. Est-ce que j'ai besoin de fumer? Oui ou non? Et adapter vraiment notre réponse. Quelle est la meilleure manière d'arrêter de fumer? Quel est le secret? Alors, il n'y a pas d'ingrédient magique. Et le secret, c'est la patience. Alors, vous êtes peut-être un peu déçus de cette réponse, mais chaque fumeur va vraiment devoir s'armer de patience pour trouver non pas l'ingrédient magique, mais il va devoir construire sa recette. C'est-à-dire que les ingrédients, c'est nous qui vous les donnons, ici au travers d'Ensuite, au travers des podcasts, au travers des modules qui sont rédigés, parce que vous allez pouvoir vous nourrir de tous ces ingrédients-là, mais vous allez devoir trouver votre recette à vous. Donc vraiment, comme un petit chimiste, on ajoute un ingrédient, ça va pas, on le retire, on en ajoute un autre. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ça va être ça, vraiment, le travail pour arrêter de fumer. C'est-à-dire que ça a été un apprentissage. Le fait de fumer, on va devoir apprendre à faire sans la cigarette. La première chose à savoir aussi quand on veut arrêter de fumer, c'est le fait de... Est-ce que j'ai envie d'arrêter progressivement ou est-ce que je vais faire un arrêt net? Ça, c'est hyper important, mais on travaille en collaboration. Ça, vous allez voir avec votre tabacologue ce qui est plus adapté pour vous. Est-ce qu'on va devoir commencer par diminuer des cigarettes ou est-ce qu'on va trouver une date à un moment donné et on va s'arrêter brutalement? Alors, avec un accompagnement. Alors, vous l'aurez compris, la première chose à faire, c'est de savoir si on a une dépendance physique. Donc, on va se tester. Et ensuite, moi, ce que je vous propose, vous pouvez le faire dès aujourd'hui ou dès demain. C'est-à-dire que vous allez faire un listing. On va commencer par des observations et vous allez devoir lister toutes les cigarettes que vous fumez dans la journée. Alors, il faut vraiment le faire avec compassion. L'objectif, c'est pas du tout de le faire en se jugeant, en se disant « bah oui, mais celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai fumée, c'est n'importe quoi ». Pas du tout. C'est vraiment observez-vous avec la plus grande compassion que vous auriez pour un proche que vous aimez profondément. Regardez l'ensemble des cigarettes, ça c'est le premier job. Juste après le déjeuner, j'en fume une. Si j'ai quelqu'un qui m'accompagne, je vais en fumer une deuxième. Ah tiens, je l'associe avec telle chose ou telle autre chose. On observe vraiment avec une grande curiosité. Et la deuxième étape, ça va être de comprendre ce qu'il y a derrière chaque cigarette.
Tiens, c'est marrant, là, j'ai enchaîné 2 cigarettes. C'est vrai que j'étais un petit peu agacé ou c'est un moment où j'avais un peu la boule au ventre, j'étais un petit peu anxieux ou anxieuse. C'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière chaque cigarette parce que en fonction de ce qu'il y a derrière chaque cigarette, pour pouvoir les retirer, il y a un besoin. Et si on identifie ce besoin, eh bien, on sera plus en mesure de pouvoir remplacer justement ces cigarettes-là. Je vais vous proposer une seconde chose, c'est un autre exercice, c'est se confronter au changement. Une chose que vous pouvez faire là, vraiment maintenant, dans la minute, c'est d'utiliser par exemple votre main qui n'est pas dominante. Pendant 1 heure, n'utilisez pas, si vous êtes gaucher, vous utilisez votre main droite, si vous êtes droitier, vous utilisez votre main gauche. Et vous allez voir, ça c'est vraiment pour se confronter au changement, les réflexes du cerveau. Utilisez votre téléphone portable avec votre main gauche si vous êtes droitier, vous allez voir que c'est plus complexe. Ça va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les enjeux du changement pour le cerveau. Un autre exercice que vous pouvez faire dès à présent, c'est prendre une feuille de papier et puis tracer un trait et faire les pour et les contre l'arrêt. Et vous associez pour chaque argument, vous pouvez leur attribuer des étoiles, 2, 3, 4 étoiles. Et à la fin, vous regardez le score et vous voyez, ça vous permet de voir où vous en êtes en termes de motivation à l'arrêt. Et puis, la dernière étape de la préparation, qui va être certainement la première étape vers l'arrêt, c'est de trouver une date d'arrêt. Alors pour ça, c'est bien de se faire accompagner, de voir un tabacologue, de voir un addictologue. Vous pouvez aussi trouver un autre interlocuteur comme le médecin qui peut vous aider à réfléchir à l'arrêt avec aussi la prescription de substituts nicotiniques. Je suis un ou une petite fumeuse. 1 à 5 cigarettes, je ne me sens pas concernée par les problèmes du tabac. Alors ce qu'il faut savoir avec le tabac, c'est que ce ne sont pas le nombre de cigarettes qui vont compter, c'est l'exposition au monoxyde de carbone. C'est vraiment ça qui est toxique dans le tabac. Donc finalement, qu'on fume 3 cigarettes ou 8, en termes de santé, ça ne va pas changer grand-chose. Alors attention, si vous en fumez que 3, ne vous mettez pas à en fumer 8, c'est pas du tout mon propos. L'idée, c'est de se dire que le vrai bénéfice pour la santé, même si ça fait 30 ans qu'on fume, il est immédiat quand on arrête de s'exposer au monoxyde de carbone. Et donc on est concerné quand on fume une cigarette, quand on en fume 10 ou quand on en fume 15 ou même plus que ça. Je ne veux pas prendre de substitut de nicotine, je n'ai pas envie de passer d'une addiction à l'autre. Alors il faut savoir que c'est une idée reçue, on ne devient pas dépendant au substitut nicotinique. Le substitut nicotinique vient apporter de la nicotine d'une autre manière que de la manière toxique. On peut faire un rapprochement, c'est une diffusion continue en fait de nicotine. Quand vous souvenez-vous, quand on fume, ça fait des pics de nicotine. C'est ça qui nous rend accro, c'est les shoots de nicotine répétés. Le substitut, c'est une diffusion continue. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on buvait de l'eau un petit peu tout au long de la journée. La sensation de soif, normalement, n'apparaît pas. Demain, c'est décidé, je diminue de moitié. Pas besoin de substitut de nicotine. Alors, ça pourrait paraître une bonne idée de vouloir diminuer. C'est une bonne idée, mais c'est important que lorsqu'on diminue de moitié ou quelques cigarettes dans la journée, il faut apporter la nicotine dont on aurait besoin avec ces cigarettes-là. C'est-à-dire, si vous fumez 20 cigarettes et vous dites demain, j'en fume plus que 10, si vous avez certainement besoin d'à peu près 20 mg de nicotine, vous allez essayer d'obtenir vos 20 mg de nicotine avec la moitié de cigarette. Donc, le réflexe, sans même qu'on s'en rende compte, c'est qu'on va tirer plus fort sur la cigarette pour obtenir plus de nicotine. Et sachez que plus on tire fort sur une cigarette, plus on la rend toxique. Donc ça veut dire que c'est contre-productif de vouloir diminuer sans apporter de nicotine avec des substituts nicotiniques.